Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 janvier 2026 et notre cher ami, le colonel Daniel Davis, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. C'est toujours un plaisir d'être ici, Nima. Merci de m'avoir invité à nouveau. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Colonel, permettez-moi de commencer par la dernière escalade entre les États-Unis et la Russie et par le pétrolier. Comment percevez-vous ce type d'escalade entre les deux superpuissances après cette initiative de l'administration Trump au Venezuela? En ce moment, il y a une sorte de confrontation entre les deux superpuissances qui pourrait d'ailleurs s'intensifier. Nous savons que le camp russe fait preuve d'une certaine patience, mais jusqu'où pensez-vous qu'ils iront? Comment voyez-vous la situation? Eh bien, la vraie question est de savoir combien de temps encore la patience de la Russie tiendra. Et pourquoi l'administration Trump prend-elle ce risque, surtout maintenant? Je veux dire, ils viennent d'avoir cette réunion à Paris à laquelle Steve Witkoff et Jared Kushner ont participé. Ils essayent de trouver une sorte de solution acceptable, des conditions de paix que tout le monde puisse accepter. La raison pour laquelle Witkoff et Kushner sont là, c'est qu'ils ils ont passé beaucoup de temps à traiter avec la Russie. Donc, ils sont censés comprendre le point de vue russe. Peut-être qu'ils peuvent aider à rapprocher les deux parties afin que nous puissions avoir de meilleures relations. Quand Trump rencontre Poutine, il dit toujours la même chose, au téléphone, en personne ou à Anchorage, qu'ils veulent tourner la page de cette guerre, qu'ils veulent entretenir de bonnes relations durables. Cela semble être réciproque. Mais ensuite, il y a cette question. Pourquoi cherchons-nous à saisir un pétrolier appartenant à la Russie alors que nous avons déjà écarté le Venezuela de l'équation? Je veux dire, cela aurait dû changer toute l'atmosphère. Mais l'un des problèmes qui, à mon avis, se crée ici, et qui m'inquiète beaucoup, c'est que Trump se retrouve dans une situation où il n'a aucune contrainte quant à l'usage de la force militaire. Il n'en a pas sur le plan intérieur. Je parle des relations publiques. Il n'a aucun respect pour la Constitution. La loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, où la séparation des pouvoirs inscrite dans la Constitution avec le Congrès n'existe pas pour lui. Il a donc littéralement pu faire tout ce qu'il voulait avec ses attaques contre des bateaux prétendument liés à la drogue dans les Caraïbes et le Pacifique. Il les détruit, tue des gens, même si cela viole complètement toute règle ou loi, qu'elle soit internationale ou américaine. Il n'y a aucune justification ni autorisation pour aller tuer sommairement des personnes soupçonnées de trafic de drogue, etc. Il a mené des attaques dans un pays étranger, en Iran. Il l'a fait au Nigeria. Il l'a fait dans certaines régions d'Irak. Il l'a fait bien sûr en mer Rouge et au Yémen. Et maintenant, le Venezuela menace de faire la même chose ailleurs. Et parmi tous les endroits possibles, le Groenland pourrait aussi figurer sur la liste des cibles. Ce que l'on voit, c'est quelqu'un sans aucune contrainte ni retenue. Et ensuite, on voit le risque qu'il prend continuer à croître. Et maintenant, nous avons ce cas-ci qui semble aller à l'encontre même de l'intérêt national américain. Entretenir de bonnes relations avec la Russie, tenter de mettre fin à la guerre avec l'Ukraine. Et pourtant, on prend un risque qui pourrait en réalité aggraver la situation. Pour moi, cela n'a aucun sens, même si l'on met la morale de côté. Je ne comprends pas quelle est l'intention ici, ni pourquoi nous ferions quelque chose de ce genre. Colonel, quelle est la finalité au Venezuela? Quelle est la finalité d'enlever le président du Venezuela? Et quel type de changement cela apporte-t-il au Venezuela? Eh bien, je peux vous dire ce que le but final n'est pas. Ce n'est pas de rendre l'Amérique sûre. Ce n'est pas d'empêcher les décès liés à la drogue aux États-Unis. Tout cela, ce sont des leurres.
et des leurs très fragiles d'ailleurs. Cela n'a rien à voir avec ça. En réalité, quand on regarde d'où viennent les drogues illégales qui tuent beaucoup d'Américains, elles entrent généralement par des ports légaux. Elles sont introduites clandestinement par d'autres moyens. Très peu arrivent par la mer ou par la terre à bord de ces vedettes rapides. Les vedettes rapides que nous avons interceptées n'atteignent même pas l'Amérique. Elles ne peuvent pas y arriver. Et la plupart des drogues produites au Venezuela, comme tout le monde le sait maintenant, partent vers l'Europe, pas vers les États-Unis. Il y a beaucoup d'autres endroits qui arrivent bien avant les États-Unis. Donc, tout cela est faux. Alors, quel est le plan ici? Cela semble assez simple, et c'est basé sur ce que Stephen Miller a dit, ce qui correspond en fait à ce que nous avons fait. Nous voulions le contrôle politique du Venezuela, afin que personne, principalement la Russie et la Chine, ne puisse faire quoi que ce soit dans notre hémisphère sans notre autorisation ou notre contrôle. Et puis bien sûr, il y a la question classique du pétrole, que Trump a mentionné une centaine de fois lors de sa conférence de presse et à plusieurs autres reprises après cette opération militaire. Donc l'objectif final semble être d'obtenir le contrôle politique du Venezuela pour qu'ils fassent ce que nous leur disons de faire, et le contrôle physique de l'approvisionnement en pétrole pour que nous puissions nous enrichir. C'est à peu près l'acte d'agression le plus flagrant qu'on puisse imaginer, et le plus exact. Voyez-vous l'importance de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis sous l'administration Trump évoluer d'une certaine manière, être prise en compte pour cette opération au Venezuela? Écoute, honnêtement, je sais qu'ils ont publié, il y a un mois ou deux, cette stratégie de sécurité nationale. Je ne pensais pas à l'époque, et je ne pense certainement pas maintenant, que cela ait quoi que ce soit à voir avec la sécurité nationale. C'est juste quelque chose que nous avons sorti pour que les gens en parlent et pour donner l'impression que nous avons une idée. Je pense que l'administration Trump est aussi transactionnelle qu'elle en a l'air ici. Il veut simplement faire ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il ne réfléchit pas à la manière dont cela se passera plus tard. Il peut se dire, eh bien, ce serait formidable d'avoir le Venezuela, parce que cela me donnerait le contrôle et ferait peur à tout le monde, que ce soit la Colombie ou le Mexique. Ou, pour une raison quelconque, nous avons simplement cette obsession pour la petite Cuba, qui ne représente une menace pour personne. C'est l'une des choses qui prouve que tout cela n'a rien à voir avec la sécurité nationale, puisqu'il ne constitue aucune menace pour nous. On peut étendre cela au Groenland. Toute cette situation ridicule à propos de laquelle Stephen Miller est simplement, eh bien, il en est fou, obsédé. Il est passé sur CNN il y a quelques jours et a longuement fulminé sur ce sujet. Et il ne cesse de répéter, et Trump lui-même l'a dit plusieurs fois, il nous faut le Groenland, nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. Eh bien, c'est évidemment, à première vue, ridicule et absurde, sans la moindre part de vérité. Nous n'avons jamais possédé le Groenland, et notre sécurité n'a jamais été menacée. Elle ne l'est pas aujourd'hui, et elle ne le sera pas simplement parce que nous ne faisons pas quelque chose que nous n'avons jamais fait et dont nous n'avons jamais eu besoin. Mais nous avons eu un contingent militaire au Groenland qui est toujours en place. Cela n'a jamais changé. Nous avions donc déjà une certaine présence là-bas. Et si nous en avions voulu davantage, Nima, nous aurions pu coopérer avec le Danemark et peut-être dire « et nous voulons plus d'accès » ou « nous voulons ajouter une autre base ». Ils l'auraient probablement accepté. Ils n'auraient peut-être pas aimé cela, mais ils auraient sans doute accepté. Mais nous n'avons même pas essayé cette voie, parce que cela ne nous intéresse pas. La stratégie de sécurité nationale des États-Unis n'existe pas en ce moment.
Il y a la doctrine Trump qui est même différente de ce que je crois Stephen Miller a dit dans cette interview sur CNN. Si l'on regarde les actions, c'est essentiellement « je prends ce que je veux, quand je le veux, et vous ne ferez rien. Et si vous le faites, je vous détruirai. » Voilà la doctrine Trump aujourd'hui. C'est « tout ce que je vois, je le prends jusqu'à ce que je m'en lasse, puis je passe à autre chose. » Et c'est ce que nous avons vu pendant les 12 premiers mois, presque 12 mois de son mandat. Et Dieu seul sait ce que les 3 prochaines années nous réservent. Carl, penses-tu que le genre de chaos qui se produit au Venezuela pourrait d'une manière ou d'une autre se propager à travers l'Amérique latine, Cuba et l'Europe? Eh bien, par intention, cela va se propager à Cuba, car c'est apparemment un objectif des États-Unis. Nous voulons provoquer cela. Nous voulons nuire à Cuba. Nous voulons les détruire politiquement par des moyens économiques. Et vous savez, contrairement à ce que nous avons essayé de faire avec la Russie, nous pourrions réussir là-bas. Écoutez, je suis allé à Cuba pour une mission religieuse. Je crois que c'était en 2015 ou 2016, quelque part par là. Et je vous le dis, les gens là-bas sont tellement pauvres qu'ils ne représentent littéralement une menace pour personne. Ils peinent à garder la lumière allumée. Une partie du problème, c'est que ce gouvernement communiste est incompétent ou très très corrompu et qu'il n'est tout simplement pas très efficace. Nous n'avons rien à leur faire. En fait, je ne vois aucune raison, à notre époque moderne, de ne pas lever toutes ces sanctions. Faisons simplement des affaires avec eux et traitons-les comme n'importe quel autre pays. Je veux dire, c'est plus ou moins ce que nous faisons avec la Chine communiste, qui, elle, possède une armée et un gouvernement efficace. Ce sont des communistes, et cela ne nous empêche pas de commercer avec eux. Alors pourquoi hésiter à faire la même chose avec Cuba? Cela n'a absolument aucun sens, à moins de reconnaître qu'il y a aux États-Unis des gens obsédés par l'idée de détruire Cuba à cause d'événements survenus il y a des décennies. Et la réalité concrète est sans importance. Tout tourne autour de Cuba, cette colère et ces rancunes historiques. Cela n'a rien à voir avec la réalité ou la logique, c'est entièrement émotionnel. Et en ce moment, c'est cela qui domine. Cela fait partie de la doctrine Trump. L'émotion peut s'exprimer, même si cela signifie tuer un grand nombre de personnes ou détruire le gouvernement d'un pays, sans aucune préoccupation. Soyons clairs là-dessus. Sans aucune préoccupation pour ce qui arriverait au peuple cubain si le gouvernement venait à tomber. Et cela, encore une fois, fait partie intégrante de ce qui est réellement effrayant pour un Américain aujourd'hui, quand on voit où le gouvernement place ses priorités. L'un des principaux problèmes, vous savez, aux yeux des pays d'Amérique latine, comme le Brésil et même le Venezuela, c'est qu'ils sont prêts à dialoguer avec les États-Unis. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut, à conclure un accord avec les États-Unis. Mais les États-Unis ne se soucient pas de ces peuples. Même avec le président du Brésil, Donald Trump, ne se soucie pas de Lula. Il essaie d'interférer dans la politique intérieure du Brésil, au lieu de conclure un nouvel accord, d'engager des négociations avec le gouvernement actuel. Et nous avons vu la même chose se produire au Venezuela. Paix, paix, paix. Et bien sûr, vous avez vu ce qui a fonctionné en Argentine avec Milei. Il a essentiellement dit, eh bien, quoi que vous vouliez, je suis partant. Il est simplement resté loyal et a prêté allégeance à Trump. C'est ce que Trump veut, et cela fonctionne pour lui. Tant que vous applaudissez Trump et que vous vous prosternez à ses pieds, vous pouvez réussir. C'est ce que Trump recherche. Il ne veut pas simplement conclure un accord avec, eh bien, regardez le Brésil. Le Brésil a un dirigeant fort. Et il ne veut pas d'un dirigeant fort là-bas qui suive sa propre voie indépendante et conclue des accords qui ont du sens pour son propre pays.
Il veut quelqu'un qui va lui montrer de la loyauté. Et c'est pour cela qu'il n'a pas écouté Nicolás Maduro, parce qu'il ne voulait pas le laisser aux commandes, même si Maduro lui a pratiquement offert les clés du pays. C'est aussi pour cette raison qu'il ne veut apparemment rien faire avec Lula, ni avec quiconque d'autre là-bas. Et bien sûr, on peut ajouter Petro à cette liste en Colombie, maintenant qu'il y a aussi une guerre de mots entre eux. Le président Trump ne veut pas traiter avec lui parce qu'il n'est pas prêt à s'incliner devant Trump. Ce qu'il recherche, c'est la soumission et l'obéissance. Et si vous n'êtes pas prêt à cela, alors vous êtes dans sa ligne de mire. Carl, nous avons connu hier 2 grandes escalades contre la Russie depuis que Donald Trump a pris le pouvoir aux États-Unis. L'une d'elles a été l'attaque contre les bombardiers nucléaires en Russie. L'autre a eu lieu avant l'opération au Venezuela, l'attaque contre la résidence de Poutine en Russie. Avec ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, penses-tu que la Russie en arrive au point de se demander à quoi bon négocier avec les États-Unis s'ils essaient d'assassiner? Car ils ont remis des preuves montrant que l'objectif principal était le président russe. Quelle est ton évaluation? D'un côté, on voit Donald Trump dire « Je ne ferai pas d'accord avec Vladimir Poutine » et J.D. Vance semble partager le même état d'esprit. De l'autre, on voit en coulisses la CIA et toutes ses agences de renseignement coopérer et aider le régime de Kiev à faire tout ce qu'il veut. Oui, je vais te dire, j'hésite à dire que ce sont les États-Unis qui ont approuvé ou même aidé à cette attaque, l'attaque présumée contre la résidence de Poutine à Novgorod. Je ne sais pas vraiment si ça s'est produit. Nous devons simplement faire confiance au fait que les Russes l'ont dit et qu'ils le pensent. Nous savons aussi qu'il faut tout prendre avec des pincettes, car tout le monde utilise la désinformation ou la tromperie quand ça sert ses intérêts. Peut-être qu'ils l'ont revendiqué, peut-être que c'est arrivé, je n'en sais rien. Si cela s'est vraiment produit, je serais plus enclin à penser qu'il s'agissait d'une opération ukrainienne dont Trump ne savait probablement rien, car je ne vois absolument rien, rien du tout, que nous aurions pu y gagner. Je vois beaucoup de choses que nous perdrions, parce que je vous le dis, si cela s'était réellement passé comme on l'a présenté, et si cela avait réussi, peu importe qui l'avait planifié ou autorisé, ce serait profondément néfaste pour l'Ukraine, et profondément néfaste aussi pour le monde occidental et pour les États-Unis. Je vous le dis, quiconque succéderait à Poutine serait bien plus hostile envers l'Occident et bien plus enclin à recourir à la force de manière générale. Les risques de conflit augmenteraient considérablement. Je veux dire, imaginez simplement, aux États-Unis, si quelqu'un, pour une raison quelconque, n'importe où, assassinait le président. La probabilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques serait énorme. Et ce serait presque un miracle si nous ne le faisions pas. Nous aurions certainement une réaction massive et terrible. Regardez ce qui s'est passé le 11 septembre à un niveau conventionnel. Cela vous donne une assez bonne idée. Et donc, si cela avait réussi, la Russie serait alors en position de le faire. Et les menottes seraient tombées. Je ne pense donc pas que Trump aurait agi ainsi. Maintenant, nous avons ce problème avec le pétrolier dont vous parlez. C'est un peu plus difficile à expliquer, mais c'est une question plus mineure, donc pas tout à fait du même ordre. Mais au fond, comme il n'y a pas de véritable stratégie, parce que nous n'avons pas une vision du monde cohérente que nous essayons de réaliser ou d'y intégrer les choses, on se retrouve avec ces problèmes ponctuels. Et c'est exactement ce que nous voyons ici avec la Russie. Cela dépend du jour de la semaine. Et écoutez, nous ne pouvons pas exclure, tout comme je ne peux pas exclure, que le président Trump ou quiconque ait pu être derrière cette affaire dont vous parlez à propos de l'attaque présumée contre la Russie,
Nous ne pouvons pas non plus exclure que Trump souffre d'une dégradation significative de ses capacités cognitives. Il y a beaucoup d'éléments qui le laissent penser. Ce comportement irrationnel, d'un côté, parler de Poutine comme s'il était son meilleur ami, dire à quel point il est formidable, dérouler le tapis rouge, organiser les survols d'avions et tout cela encourage, puis dire qu'il est vraiment en colère contre lui, puis dire « Non, je pense que nous voulons parvenir à un accord, je pourrais travailler avec lui ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement incohérent. Donc même chez Trump lui-même, sans parler de son administration, on observe toutes sortes de contradictions. Et cela pourrait être le signe d'un déclin cognitif. Différent de ce que nous avons vu chez Biden. Biden présentait un déclin cognitif, mais d'un type différent, beaucoup plus facile à remarquer. Il devenait absent, fixait le vide et se mettait à marmonner. C'est une forme, mais une autre consiste à sembler garder toutes ses facultés alors que la prise de décision est profondément altérée. Et d'après ce que nous observons, nous ne pouvons pas écarter cette possibilité. Tant qu'aucune enquête, médicale et psychologique, n'aura été menée et que les résultats n'auront pas été rendus publics, nous ne pourrons pas l'affirmer avec certitude. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Comment avez-vous trouvé la réaction de l'Europe à ce qui s'est passé au Venezuela, compte tenu de la nouvelle initiative de Trump concernant le Groenland? Parce que si vous êtes contre ce qui se passe avec le Groenland, vous devez aussi aborder ce qui s'est passé au Venezuela. On ne peut pas avoir de deux poids, deux mesures ici. Eh bien, oui, c'est possible. Et nous le faisons ici, dans le monde occidental, presque chaque heure. Cela inclut autant l'Europe que les États-Unis. C'est une bataille pour savoir qui peut être le plus incohérent. Donc, oui, nous avons des doubles standards. Nous en faisons preuve chaque jour. Mais nous ne devrions pas avoir de double standard. Il devrait y avoir une seule norme. D'une certaine manière, c'est justement un problème, car nous avons vu Stephen Miller sur CNN il y a seulement quelques jours exposer une vision assez sombre de ce qu'il considère comme la doctrine Trump. Et il a parlé de la doctrine Monroe. Mais en gros, il a dit que ce n'était plus le cas. Car la véritable doctrine Monroe, d'ailleurs, visait à protéger notre hémisphère contre les puissances extérieures cherchant à manipuler les pays, à protéger l'hémisphère occidental. Pas à la transformer, comme Miller l'a fait, en une nouvelle doctrine Trump, que Trump aurait apparemment inventée pour lui-même afin d'exploiter tout l'hémisphère au profit des États-Unis. Et c'est nous qui décidons qui peut rester au pouvoir et qui ne le peut pas. Nous punirons, c'est-à-dire tuerons, quiconque se mettra en travers de notre route. Et aucune puissance extérieure, c'est-à-dire la Chine et la Russie, ne peut y exercer la moindre influence. Vous avez vu Marco Rubio insister sur ce point également. Alors, quand on voit cela dans l'hémisphère et qu'on comprend que c'est cette mentalité et ces priorités qui guident toutes nos actions, puis qu'on remarque que le regard se détourne, non seulement vers notre hémisphère, mais aussi vers le Moyen-Orient, et qu'on parle à nouveau d'éventuellement s'en prendre à l'Iran, il se peut que nous devions, selon les mots de Trump, les remettre à leur place. Et vous savez, cela est arrivé juste après la visite de Netanyahou ici. Alors tout le monde se demande, allons-nous, comme on dit, terminer le travail là-bas? C'est une possibilité. Et maintenant, nous passons du Moyen-Orient à l'Europe pour prendre le Groenland. Et comme je l'ai dit il y a un instant, cette idée selon laquelle nous en aurions besoin pour notre sécurité nationale est absurde en soi. Toute analyse montre qu'il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. Et cela dit aussi, regardez, beaucoup de ces cas, quand Trump affirme « Oh, eh bien, vous savez, je vois des navires russes et chinois », oui, sans blague.
Ce sont des eaux internationales à 12 000 des côtes. Ils sont autorisés à faire cela. Le droit international, et simplement le droit de la mer, le permet. C'est pour cela que nous menons soi-disant ces opérations de liberté de navigation dans le détroit de Taïwan, par exemple, en disant « nous voulons garder les voies maritimes internationales ouvertes pour que personne ne puisse dire que vous ne pouvez pas entrer ici, et nous allons maintenir cela ouvert. » Sauf ici, apparemment. Et maintenant, nous ne voulons plus de personnes que nous n'aimons pas là-bas. Tu vois, il ne s'agit même plus seulement de la doctrine Monroe ou de la doctrine Truman. Ce n'est pas seulement notre hémisphère. Le président Trump pose les bases et affirme que c'est le monde entier. C'est notre hémisphère. C'est le Moyen-Orient. C'est apparemment le Pacifique Sud, la zone de la mer de Chine méridionale et l'Europe. Et je veux dire, qu'est-ce qui est hors limite en ce moment? La région arctique. Nous voulons tout contrôler. Et je te le dis franchement, c'est le genre de recette qui mène à l'auto-immolation, à l'autodestruction. Nous n'avons pas la puissance nécessaire. Pour être direct, nous n'avons pas la puissance militaire pour honorer toutes les promesses qu'il fait, en pensant que nous pouvons le faire parce que nous avons mené une opération tactique assez réussie pour capturer le dirigeant d'un pays, ce qui, en apparence, a été un vrai succès. Mais je te le dis, c'est radicalement différent de mener un conflit ou une guerre contre quelqu'un capable de riposter. Et cela signifie bien sûr la Chine et la Russie. Nous ne pourrions pas les combattre et encore moins gagner. Je ne sais pas si nous entrons dans une véritable guerre avec l'Iran et que l'Iran met à exécution ce qu'il affirme cette fois. Ils avaient fait des déclarations similaires la première fois sans aller jusqu'au bout. Mais maintenant, ils disent que s'il y a une nouvelle attaque, toutes nos bases au Moyen-Orient deviendront des cibles. Et ils ont les moyens, avec leurs missiles offensifs, de percer nos défenses aériennes et de causer d'énormes dégâts si nous nous engageons dans ce conflit. Si nous entrons en guerre là-bas, et si quelqu'un d'autre finit par nous tenir tête, nous n'avons pas les moyens de soutenir une opération, quelle qu'elle soit. Je veux dire, notre armée compte environ 400 000 soldats pour l'ensemble du globe que nous devons couvrir. C'est ridicule. Mais Trump ne semble pas en avoir conscience. Alors on se surexpose, et ensuite plusieurs acteurs commencent à dire « Tu sais quoi? Je me fiche de ta taille et de ta puissance. Je me fiche que tu puisses probablement nous écraser comme un insecte. Je vais me battre contre toi quand même. » Et tout à coup, les gens peuvent se rendre compte « Attends, ils ne sont pas aussi bons qu'ils le pensent, pas aussi bons qu'ils le disent. » C'est une façon de le découvrir. Et nous n'avons pas besoin de faire cela, car ce serait mauvais pour le monde, mais ce serait certainement mauvais pour les États-Unis. Carl, l'une des principales préoccupations de l'administration actuelle était la situation des immigrés aux États-Unis. Et ce qu'ils font en Amérique latine aggrave d'une certaine manière les choses, en amenant à long terme davantage d'immigrés vers les États-Unis, je dirais. Alors, comment ces deux attitudes se rejoignent-elles et s'alimentent-elles mutuellement? Je ne vois pas cela, car si vous semez le désordre au Venezuela, puis que vous l'étendez à la Colombie et ensuite à Cuba, eh bien toutes ces personnes vivant dans ces pays vont-elles partir? Oui, Jérôme ne s'en soucie pas. Ce n'est même pas dans son programme. Il ne veut même pas connaître la réponse aux questions que tu viens de poser. Il dira simplement, ils ne peuvent pas venir ici. Et notre patrouille frontalière s'assurera que personne d'autre n'entre. Et ils font plutôt du bon travail depuis qu'il est arrivé. C'est une chose qu'il a faite comme il l'avait promis. Donc, il n'y a aucune preuve. Il ne sera pas au pouvoir pour toujours. Il ne se préoccupe pas de cela non plus. Il ne s'inquiète que du temps où il est au pouvoir.
Tout tourne autour de Donald Trump. Ce n'est pas à propos du MAGA, ni des États-Unis. C'est à propos de Donald J. Trump. Point final. Il ne se soucie pas de ce qui arrivera ensuite, ni de qui pourrait lui succéder, que ce soit J.D. Vance ou quelqu'un d'autre élu après son départ. Il ne pense tout simplement pas à long terme. Tout est transactionnel. Tout vise à le servir, lui et sa famille. Et c'est tout. Je sais que cela va en irriter beaucoup et en mettre d'autres en colère, mais les faits confirment cette conclusion. Nous nous dirigeons vers une guerre continue en Ukraine en 2026 ou 2027. Parce que les Européens demandent une coalition de volontaires. Ils veulent déployer des troupes sur le terrain. Après, vous savez, une sorte de cessez-le-feu en Ukraine, ce qui n'est pas acceptable pour les Russes. Mais ils insistent là-dessus, et je ne vois pas Donald Trump faire quoi que ce soit à ce sujet. Toute cette histoire à propos de Paris, c'était uniquement pour la télévision, mec. C'était pour le spectacle. C'était pour paraître dur. C'était pour que chacun de ses dirigeants joue devant son public national. Il n'y avait aucune réalité là-dedans. La Russie est catégoriquement opposée à tout type de cessez-le-feu inconditionnel. Elle est catégoriquement contre une armée qui resterait et qui serait encore liée aux pays européens. Surtout, une armée forte de 800 000 hommes. À Moscou, c'est risible. Ils n'envisageront même pas cette idée. On ne peut pas parvenir à un cessez-le-feu. On ne peut pas parvenir à cette coalition des volontaires avec des troupes britanniques et françaises dont on parle. Quelque chose que Macron et Starmer savent pertinemment ne jamais se réaliser. Starmer l'a d'ailleurs reconnu aujourd'hui à la Chambre des communes lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, provoquant une vive hostilité de la part de son opposition. Et il a dit, « Eh bien non, vous savez, cela n'arrivera que s'il y a un accord. » Et il n'a cessé d'insister sur le mot « si ». Eh bien, il sait qu'il n'y aura pas d'accord. Les Russes ont été catégoriques. Ils ne considéreront même rien qui n'inclut pas tout le territoire qu'ils réclament, la démilitarisation, la dénazification et une modification de la constitution ukrainienne qui garantirait des protections aux Russes ethniques vivant dans ce qu'il en resterait. C'est leur point de départ non négociable, et nous ne sommes même pas disposés à en discuter. Et tout cela tournait autour de Witkov et Jared Kushner, tandis que tous les Européens n'ont même pas parlé à la Russie. Ils n'étaient impliqués d'aucune manière. Ils savent donc que ça n'aboutira à rien, car c'est catégoriquement contraire à tout ce que veut la partie russe. Donc, tout cela n'est que du théâtre. C'est simplement du théâtre kabuki, comme on l'appelle parfois ici en Occident. Il n'y a aucune réalité là-dedans. Alors, pour répondre à ta question principale, où cela va-t-il mener? Ils sont en train de préparer, et par ils, j'entends l'Occident, et tous ces dirigeants qui se sont livrés à des poignées de main, des tapes dans le dos et des accolades devant les caméras pendant cet événement à Paris. Ils posent les bases de la destruction de l'Ukraine. Ils préparent le terrain pour que davantage de personnes meurent, que plus de territoires soient perdus, que plus de villes soient détruites. C'est un fait, et nous l'avons vu se dérouler au cours des, disons, 30 et quelques mois depuis novembre ou octobre 2023. Donc, depuis environ 2 ans et demi, ce n'est qu'une avancée russe ininterrompue vers l'Ouest. Ils se moquent de la Russie parce qu'elle n'avance pas très vite. Mais tout se passe à l'Ouest. Chaque fois que l'Ukraine a tenté une contre-attaque, elle a connu quelques petits succès, puis tout se referme aussitôt. Elle subit d'énormes pertes, et la taille globale de ses forces armées ne cesse de diminuer. Il y a eu un article dans le Kyiv Independent, il y a 2 jours, je crois que c'est à ce moment-là qu'il a été publié, qui parlait ouvertement de 2026, la période dont tu parles. Ils craignent vraiment de ne pas pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année, faute de main-d'œuvre suffisante.
peu importe l'argent qu'ils reçoivent de l'Union européenne, les munitions et les armes qu'ils obtiennent de tout l'Occident et des 50 nations réunies à Paris, ce n'est pas suffisant. Si tu n'as pas les effectifs, peu importe combien d'argent tu possèdes. Peu importe le nombre de machines, la quantité de munitions, de balles, d'avions, de chars, de missiles, tout cela. Surtout parce que c'est une équation. Et pour qu'il y ait une équation, il faut prendre en compte les deux côtés des facteurs. Il ne regarde que ce que fait l'Ukraine. Mais si quelqu'un veut être honnête, il doit reconnaître qu'il y a deux côtés, que cela plaise ou non, qu'on soit d'accord ou non. Il y a deux côtés, comme vous l'avez mentionné plus tôt. Et le côté russe de cette équation dépasse de loin tout ce que l'Occident réunit. Que ce soit l'Ukraine et ce qu'elle peut faire sur son propre territoire, l'Europe et ce qu'elle peut fournir, ou les États-Unis et ce qu'ils peuvent apporter. Ensemble, tout cela est éclipsé par ce que les Russes font eux-mêmes et avec leurs alliés, ainsi que par ce qu'ils reçoivent de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, et ainsi de suite. Une partie de ce matériel a un usage dual, peu importe. Mais la Russie, à elle seule, peut produire plus que tout cela, et elle possède un atout majeur, la main-d'œuvre. Elle ne manque pas de personnel, et à tout moment, si elle le juge nécessaire, elle peut recourir à une mobilisation forcée et enrôler des millions de personnes, si elle le souhaite, si elle en a besoin. Si la situation en arrivait là, elle en serait capable. L'Ukraine, non. Donc la réponse à ta question, c'est 2026. J'ai du mal à imaginer comment il pourrait tenir beaucoup plus longtemps. Il pourrait y avoir une rupture quelque part dans les forces. Cela s'est déjà produit dans l'histoire. Ou dans d'autres cas, comme l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne se sont jamais effondrés, même si la guerre était pratiquement perdue dès, disons, l'été 1943 avec la bataille de Kursk. L'écriture était sur le mur. Il était clair que l'Allemagne ne pouvait plus éviter la défaite, mais elle s'est battue jusqu'à la toute dernière minute à la chancellerie de Berlin. Et le même genre de choses pourrait se produire ici. Si l'armée ukrainienne ne cède jamais, les Russes ne manqueront jamais de ressources, et ils continueront simplement jusqu'à ce que quelqu'un à Kiev décide de signer un acte de reddition, ou jusqu'à ce qu'ils prennent tout physiquement. Et cela pourrait prendre longtemps. Je veux dire, cela pourrait même aller au-delà de 2026, mais cela pourrait aussi arriver dès ce printemps. C'est tout simplement impossible à dire, car personne ne sait, dans la psychologie des combattants eux-mêmes, comment les choses vont se passer sur le terrain. Donc tout cela est possible. Karl, sans le soutien venant essentiellement de l'Europe à l'Ukraine, il n'y aurait aucune possibilité de poursuivre le conflit. Ils évoquent le fait que, si la main-d'œuvre manque, l'Occident pourrait tenter de la remplacer par des drones. Comment vois-tu la stratégie des Européens vis-à-vis des États-Unis? Il semble penser que les États-Unis, sous l'administration Trump, essaient de gérer la situation en partant du principe que le prochain président sera différent de Donald Trump. Mais si J.D. Vance arrive au pouvoir, cela ne changera pas grand-chose. J.D. Vance comes to power is not going to be that much different in terms of the war in Ukraine. S'il y a un effet, ce serait peut-être d'exiger ou d'entraîner un retrait plus rapide des États-Unis si J.D. Vance arrivait au pouvoir. Mais honnêtement, regardez ce que l'armée ukrainienne a accompli en 4 ans, le nombre considérable de pertes qu'elle a subies et la diminution même de la population, à quel point elle s'affaiblit. Il ne s'agit pas de dire, eh bien en 4 ans, ils ont perdu tant de territoire, donc dans 3 ans de plus, ils en perdront encore autant. Ce serait tracer une ligne droite, et ce n'est pas ainsi que fonctionne la guerre. Parce que lorsque vos effectifs chutent à un certain niveau d'un côté et augmentent de l'autre, le rythme s'accélère. Nous l'avons d'ailleurs constaté en décembre, et nous verrons comment se déroulera janvier.
Mais nous avons observé, entre 2023 et 2024, une augmentation du rythme des opérations. On s'attend à ce qu'en 2026, il y ait également une hausse, car la Russie n'a toujours aucun mal à recruter suffisamment de personnel pour maintenir une force active de 1,5 million d'hommes. Pendant ce temps, le camp ukrainien se réduit, car il ne peut pas compenser les pertes et les désertions, qui constituent un autre élément inévitable du calcul. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un penserait qu'ils vont survivre encore 3 ans juste pour avoir cette conversation. C'est embarrassant et c'est immoral. Ils doivent ajouter cela, dire oui, essayons ça. Essayons de tenir plus longtemps que Trump et d'en arriver à quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera Vance, peut-être quelqu'un d'autre, mais peut-être quelqu'un avec qui nous pourrons parler, en effaçant et en oubliant toutes les pertes que cela va entraîner du côté ukrainien, même si l'on reste sur ce calcul linéaire. Pourquoi accepter que cela continue jusqu'en 2026, 2028 ou 2029? Franchement, cela n'a aucun sens si l'on se soucie des gens. Et on dirait que l'Occident ne s'en soucie pas, tant que la Russie est affaiblie, tant qu'ils peuvent prétendre que, si la guerre dure plus longtemps, peu importe le nombre réel de pertes russes. Et ce nombre n'est pas faible. Ils sont loin d'être aussi importants qu'on le prétend, mais ils ne sont pas négligeables. Et on peut dire, oui, davantage de Russes seront tués. Super. Mais à quoi cela mène-t-il? Parce que cela n'apporte aucun avantage à l'Occident, étant donné que les pertes correspondantes du côté ukrainien sont énormes et que l'armée russe, elle, continue de croître malgré ces pertes. Donc, quelle que soit la manière dont on le calcule, c'est mauvais pour l'Occident. C'est immoral. C'est contraire à l'éthique. Et on a l'impression d'être coincé là-dedans. Je ne comprends pas combien de temps encore nous pourrons continuer avec nos dirigeants avant que les gens n'en aient enfin assez. Mais j'imagine que nous allons le découvrir. Pour conclure cette session, colonel, vous voyez Donald Trump, après l'opération au Venezuela, dire « Regardez ce que nous avons fait au Venezuela et regardez ce que fait la Russie. » C'est tout simplement embarrassant. Ils ne sont pas si puissants. Après 4 ans de conflit, ils ne font rien comparé à ce que nous avons accompli au Venezuela. Est-ce une comparaison juste entre les deux? Oh, c'est totalement incomparable. La Russie a lancé une opération militaire à grande échelle pour tenter de capturer, enfin, en réalité, leur intention initiale n'était pas de capturer l'Ukraine, mais de mettre en scène une démonstration de force écrasante, avec 5 axes d'avance et des chars partout dans le pays, afin d'imposer une issue politique, ce qu'ils ont presque réussi à faire. Donc, cela a presque fonctionné. Mais comme je l'ai souvent dit, c'était le plan A, et la Russie n'était pas préparée pour le plan B, c'est-à-dire la résistance du côté ukrainien, un durcissement et un refus de prendre la décision politique de capituler. Alors ils se sont dit, « Oh mince !» Il leur a fallu environ 1 an et demi pour réorganiser leur armée, leurs forces et leurs capacités industrielles afin de pouvoir mener une guerre d'usure qui fonctionne réellement. C'était donc 2 armées qui s'affrontaient. Et d'ailleurs, du côté ukrainien, comme nous aimons le rappeler chaque jour, il y avait le soutien d'environ 50 nations fournissant toutes sortes d'armes, de munitions et tout le reste pour l'armée ukrainienne moderne. Avez-vous vu une nation soutenir le Venezuela? Sommes-nous intervenus en envahissant sur 5 axes? Avons-nous essayé de conquérir le pays? Bien sûr que non. Nous sommes intervenus avec un seul objectif. Et selon toutes les sources, il existe de nombreuses preuves qu'un agent double était impliqué à l'intérieur du Venezuela et qu'il a facilité la capture de Maduro. Je ne peux pas imaginer comment ils auraient pu y parvenir sans cela, car sans aide intérieure, il y aurait eu de nombreux échanges, dis-je. Et je ne pense pas que vous auriez pu le faire sortir aussi facilement.
Donc, quelqu'un à l'intérieur y a presque certainement participé. Mais c'est tout. C'était une opération d'environ 2 heures, du début à la fin. Rien à voir avec une guerre, rien à voir avec une situation où 50 nations apportent leur soutien, et maintenant la Russie a fini par obtenir l'appui d'autres pays également. Comparer ces deux choses est donc dangereux, parce qu'il pourrait y croire. Il pourrait se dire oui, parce que, vous savez, le secrétaire Austin s'en est vanté dans tous les sens. Lindsey Graham a fait la même chose. Tom Cotton aussi. Jack Keane, à la télévision américaine, fait cela tout le temps. Et ils disent que cela montre à tout le monde que nous sommes sérieux et que Donald Trump pense ce qu'il dit. Je pense que J.D. Vance renforce ce message. S'il dit quelque chose, il faut bien comprendre qu'il le pense vraiment. Et nous l'avons déjà fait ici, et nous le referons avec Petro en Colombie. Nous le referons au Mexique. Nous détruirons Cuba, et ainsi de suite. Tous les autres, même au Venezuela, si vous ne continuez pas à faire ce que nous vous disons, vous serez les prochains sur la liste. Le président Rodriguez, que le président Trump a menacé. Vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, nous voilà en train de parler du Groenland et du Danemark, et de simplement les écarter, et ainsi de suite. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et si vous pensez que cette démonstration et l'attaque contre l'Iran l'année dernière prouvent que nous sommes littéralement invulnérables, alors vous ne comprenez rien à la guerre. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé en Iran, ce qui pourrait se passer la prochaine fois, ou ce qui arriverait si nous entrions dans un affrontement conventionnel avec la Russie ou la Chine. Nous serions anéantis. Et je te le dis franchement, je sais que c'est impopulaire et que cela susciterait de vives réactions de la part de nombreux partisans de l'administration Trump. Mais je regarde la situation sans émotion. Je fais un calcul sur l'équilibre des forces. Et je te le dis, si nous menions une guerre conventionnelle contre la Russie ou contre la Chine, nous serions balayés, parce qu'ils ont tous deux la capacité de soutenir un conflit dans la durée. Nous, non. Alors, aussi performants que soient nos avions, nos chars, nos navires et nos porte-avions, et ils le sont, ils sont vraiment excellents. Nous avons de très bons missiles de défense aérienne, de bons missiles d'attaque aérienne, mais nous ne pouvons pas tenir dans une guerre d'usure prolongée. Nous finirions par manquer de tout cela, et nous n'avons pas la main-d'œuvre nécessaire. Les deux autres camps, eux l'ont. Un peu de lucidité ne ferait donc pas de mal, et une petite dose de réalisme serait réellement très appréciée. Merci beaucoup, colonel, d'être avec nous aujourd'hui. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Deep Dive de Daniel Davis et suivez le colonel Daniel Davis. Il vous tient informé chaque jour. Il publie 2 ou 3 podcasts quotidiens, ainsi que de nombreuses vidéos sur sa chaîne. Et il est reconnaissant de vous avoir parmi nous, colonel. Toujours un plaisir, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être ici. Mahi.